Bienvenue dans la maison du vivant. La maison, c'est d'abord notre corps et ce qui s'y manifeste se reflète dans notre lieu de vie et nos relations. Dans ce podcast, nous explorons ces résonances entre intérieur et extérieur. Pour nous, c'est l'essence de ce qu'on appelle yoga. Partager tout ce qui nous rapproche d'une perception organique, intuitive et subtile de notre environnement. Une spiritualité incarnée, un approfondissement de notre lien avec les éléments naturels et la magie du quotidien. La maison du vivant, c'est également le nom de notre lieu de vie et d'accueil. Un terrain de jeu et de rêve, une forêt, une rivière, un rocher et une grande maison qui nous ont appelés au pied des Vosges. À travers des discussions, des méditations et des invités, notre cheminement activera peut-être des clés de conscience chez vous et dans votre propre maison. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le 3e épisode du podcast de la Maison du Vivant. Alors on vous prévient tout de suite, nous enregistrons à distance avec Faté, lui est à La Rochelle et moi je suis à Belfort, donc on enregistre non pas du micro habituel, mais depuis nos ordinateurs, donc on s'excuse par avance de la qualité du son, qui sera peut-être un petit peu moindre, mais on avait quand même des belles choses dans le fond à vous partager, et vu que c'est un épisode hebdomadaire, on n'avait pas envie de passer à côté. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode qui a été sacrément mouvementé pour nous. Est-ce qu'on a commencé les premiers travaux de démolition. Alors, oui, démolition, il y avait déjà eu les premiers travaux d'éradication d'un champignon qui avait poussé dans la future salle de yoga parce que ils n'avaient pas nettoyé les drains derrière. Enfin, il y a un endroit en fait où l'eau coule et permet de drainer l'eau, et ça n'avait pas été fait. Donc, il y a eu des infiltrations, et comme la maison était complètement fermée, etc., il y avait eu des champignons. Donc, il y a déjà une entreprise qui est passée pour assainir cet endroit-là, et ça nous a permis de, aussi de mettre à nu le sol pour connecter finalement la base de ce fameux rocher, de ce fameux rocher aux trois chaînes dont on vous a déjà parlé, et dont la base est cette salle de yoga. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, ça a été là de commencer à casser des murs, casser des plafonds dans cette même partie du bâtiment, mais côté ciel. Donc c'est très intéressant qu'on connecte finalement l'endroit de la maison qui nous connecte à ce rocher, on le connecte côté terre, et on le connecte côté ciel. Et là, ça a été un peu plus mouvementé parce que on a décidé de le faire aussi par nous-mêmes, un petit peu encouragé, on va dire poussé par la famille d'Anaïs, ta famille, hein, m'a dit, qui a déjà un peu d'expérience dans le bâtiment, nous a dit mais ça vous pouvez le faire seul. Alors nous on s'était déjà dit effectivement que casser des choses on pouvait le faire seul, mais bon, je pense qu'on avait probablement besoin d'un petit coup de pouce, et puis c'est ce qu'ils nous ont donné en nous proposant à la fois un accompagnement, des conseils, mais je sais pas si c'était que du soutien qu'on a reçu. En tout cas, on va peut-être vous raconter l'histoire en détail, mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, d'autant plus que cette émission, à la base, nous permet d'articuler des clés de conscience au fur et à mesure de la construction. Mais là, bon, on passe quand même par une démolition avant de construire. Et je veux rebondir aussi sur le côté céleste. Ça a été assez magique dans cette zone-là, parce que on a retrouvé des affiches en fait avec des anges. Et j'avais fait un cercle de femmes quelques jours avant, avec justement, on était 11 femmes dans la salle qu'on va plutôt habiter, dans le loft. Et ça avait été très fort, et j'avais senti la présence de l'archange Michael et appris qu'on était rentré dans l'ère michaélique. Et l'archange Michael est justement celui qui tranche, celui qui, voilà, avec son épée, qui fait de la place en fait. Et c'est vrai que j'ai cette impression, puisque l'automne aussi est cette phase où on se dénude pour laisser place au nouveau, que ce qui nous est arrivé nous permet aussi de laisser la place à notre propre histoire.
On est propriétaire, et dans propriétaire, il y a le mot terre, et voilà, c'est un peu comme si on prend place sur nos terres, mais avant, il y a tout ce travail de libération d'espace, et c'est vrai que ça a été beaucoup de poussière et beaucoup de noirceur finalement, parce que quand on a commencé à ouvrir, évidemment, il y a des années de suie et d'histoire qui ne nous appartient pas aussi, qui nous sont tombées dessus. Donc on Oui, était qu'on a vraiment respiré. Donc on n'a pas respiré que notre propre histoire dans tout ça. Je pense qu'il y a eu aussi une phase d'intégration et de libération de toute l'histoire de ce toit, en fait, de ces espaces qui ont été habités par plusieurs familles. On a la chance d'avoir un voisin, Alain, qui est un jukebox à anecdotes. Donc on sait, voilà, à chaque fois, on sait de plus en plus de choses. On a eu aussi l'aide d'un voisin adorable qui, lui, a été beaucoup plus juste dans sa manière de poser son aide, son soutien et sa solidarité. Et c'est d'autant plus important pour moi, au-delà de ma famille, qu'on pose aussi dans cet espace de la Maison du Vivant les fréquences de l'ère du Verseau dans laquelle on est entré, qui sont aussi une fréquence vibratoire qui apporte davantage de conscience et d'esprit collectif. Donc là, on s'est retrouvé un petit peu face à une aide malheureusement mal déguisée. On a reçu l'information qu'on avait l'aide de la famille, et donc mon frère est venu en renfort parce qu'il est en train de passer un CAP maçonnerie. Donc on était 4 sur le chantier, voilà, à mettre les mains dans le cambouis. Et on lui a demandé du début à la fin combien, parce qu'il était hors de question, bien sûr, que cette aide soit totalement gratuite. Mais si on passait par nous-mêmes, c'était aussi pour faire des économies et que le chantier ne nous coûte pas plus cher que si on avait fait appel à des professionnels qui se seraient chargés de tout, y compris des bennes et du tri. Et ça, c'est cette étape de tri aussi des différents matériaux, le bois, le gravat, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'allers-retours à la déchetterie. Et finalement, bon, on s'est retrouvé un peu avec des comptes à rendre sur la fin, avec des prix exorbitants de la part de ma mère qui me demande de payer mon frère, en fait, d'une somme juste impensable, en fait, pour un travail collectif. Et le problème, c'est on est en plein dans la balance, hein, et la balance, c'est l'équilibre, c'est la communication, la balance, c'est la diplomatie. Mais on est en même temps en Mercure rétrograde. Donc là, on se prend en Mercure rétrograde, c'est les problèmes de communication. Et nous, on a insisté plusieurs fois avec mon frère pour justement savoir combien il voulait qu'on le paye. Et il nous a dit non, c'est bon. Donc en fait, ce qui a été un petit peu minimisé a pris une ampleur pas possible à la fin. Tu t'es aussi fait insulter par ma cousine un bon matin en plein chantier parce qu'un petit cousin est venu sur le chantier aussi, parce que mon frère l'a appelé, ils ont le même âge, ils sont amis, donc on avait l'impression d'avoir de la solidarité, et finalement on s'est un peu retrouvé couteau sous la gorge, comme si on était des voleurs et qu'on n'allait pas payer. Enfin, il y avait vraiment eu un sentiment où j'ai eu honte en même temps, et beaucoup de peine, en fait, que toi qui n'as jamais d'histoire fatée en général et qui est vu comme quelqu'un d'intègre, il y ait un climat de suspicion et d'agressivité, et puis voilà, ce rapport à l'argent, quoi. Donc il y a tout ça qui nous explose un peu à la figure. Oui, bah au-delà des histoires, parce que bon, l'argent c'est juste la manifestation de l'énergie du lien. Et ce qui s'est passé de mon côté, c'est vrai que j'ai été très touché par le fait que ta famille propose le soutien à ce projet, et surtout à toi en fait, tu te sens soutenu par ta famille. J'ai trouvé que c'était vraiment touchant. Donc moi, naturellement, j'ai dû envie de dire oui à ça, alors que moi, je suis en général hyper clair sur ces notions d'argent. C'est combien c'est avant, on décide, on s'organise, tout le monde est d'accord. Comme ça, le chantier est fluide et tout ça. Et là, ton frère, il a laissé entendre qu'en gros, il était prêt même à travailler gratuitement, puisqu'il disait non, mais c'est pas un souci, comme s'il était un frère qui venait aider sa sœur. Donc il y avait un peu cette idée de, en fait, de dire se sentir soutenu. Et moi, je me suis un peu relâché là-dedans, de dire waouh, on est soutenu par la famille d'Anaïs. Qu'est-ce que c'est agréable en fait de se sentir soutenu. Parce que moi, c'est rare. Hein, mon père est mort quand j'étais très jeune, et puis du côté de ma maman, voilà, elle s'occupe de mon fils de temps en temps, etc. Mais au-delà de ça, le soutien est pas forcément facile parce qu'elle est déjà très occupée avec ses propres histoires. Donc voilà, moi je me suis un peu, j'ai eu un côté un peu naïf. Et en fait, on a réalisé après coup
que c'était tout sauf du soutien, qu'ils avaient en fait utilisé le lien familial soi-disant pour essayer de profiter du projet, c'est-à-dire de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps par le fait que on avait reçu des devis importants d'entrepreneurs et qu'en fait en prenant en charge ça, ils allaient eux prendre l'argent. Et ça, moi ça m'a ça m'a fait sortir de mes gonds. Alors pas parce que chacun est libre de demander ce qu'il veut comme argent pour son travail et de déterminer la valeur de son travail. Moi ça c'est ok. Le truc c'est d'utiliser la valeur famille pour derrière essayer de récupérer des gains personnels. Ça moi ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché et ça m'a mis un temps de digestion. Et on a eu un double discours du frère qui à nous disait je suis prêt à filer un coup de main gratuitement, et qui derrière en fait par rapport à sa mère s'était arrangé sur le fait qu'il allait sûrement gagner 2000 balles pour 3 jours. Donc un truc complètement exorbitant pour évacuer du gravat quoi. Je veux dire c'est le boulot d'un ouvrier sur un chantier quoi. C'est le SMIC en général ce que c'est payé ce genre de métier. Donc alors après nous bref, on va pas rentrer dans les détails de prix parce qu'on a payé largement plus que le SMIC. Mais voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi ça m'a ramené à ma phase adolescente. Donc il y a deux résonances, parce qu'il y a la résonance avec ton frère, donc qui est le côté adolescent parce que lui il a 19 ans, mais en fait il a pas du tout l'énergie d'un homme et de quelqu'un qui assume son énergie, etc., sa responsabilité, etc. Il a complètement l'énergie d'un ado. Le chakra de la gorge est complètement bloqué parce qu'à plusieurs reprises, on lui a demandé combien il voulait et il nous a même dit à la fin un prix, chose que tu t'es tout simplement contenté de respecter ce qu'il demandait. Et par derrière, en fait, il y avait l'énergie de la victime qui allait se plaindre à sa mère qu'il était dégoûté et qu'il avait envie de pleurer, quoi. Et moi, j'ai vu les captures d'écran ensuite et nous, on est les bourreaux, quoi, quelque part. Oui, bon, bref, ça c'est leur histoire, mais moi, ça résonnait pour moi. Il y avait deux histoires. Il y avait l'histoire de la maman, finalement, qui avait négocié plus ou moins le truc avec une espèce de confusion totale pour justement garder ce flou et après gagner de l'argent. Donc ça, moi, ça m'a connecté à une partie que je raconterai après de mon lien à la toute petite enfance. Et puis l'autre côté de l'adolescent, en fait, de pas oser prendre sa place dans le monde. Et moi, ça m'a ramené toutes ces mémoires de quand j'avais 12 ans, 15 ans, même jusqu'à mais la fac, le jeune adulte en fait, où finalement j'osais pas forcément exprimer qui j'étais, avec un sens de l'identité qui était pas clair, et j'ai senti que en fait tout ça me faisait remonter à travers la démolition de ces murs. Ce projet finalement ça m'amenait à clarifier tous ces moments où j'étais entre deux, entre ce que j'aurais vraiment aimé dire et ce que j'avais vraiment finalement dit parce que j'osais pas complètement, ce décalage. Et j'ai aujourd'hui vraiment alors ça m'a eu un peu de temps de digestion après coup, mais ça m'a permis de récupérer comme l'énergie que j'avais bloquée dans cette période de ma vie, entre la différence entre comment je me comportais et qu'est-ce qu'au fond j'aurais aimé manifester. Donc je me sens fatigué du chantier, mais à ce regain d'énergie finalement d'une énergie adolescente, finalement il y a un feu qui bouillonne, il y a plein d'envie, il y a plein de désirs, il y a plein de potentiel de manifestation aussi. Mais moi j'étais très 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 timide, donc je crois que le lien à ton frère m'a fait remonter cette partie-là de moi et d'oser en fait finalement à travers ce projet et l'enracinement dans cette dynamique de projet, d'oser me manifester, d'oser vibrer qui je suis, d'oser être différent, d'oser déranger aussi. Donc il y a la notion de conflit là-dedans, parce que c'est clair. Je te laisse rebondir peut-être. Comment ? D'oser poser ta valeur aussi. Quel sens ? Oui, dans le compte, ce qui compte profondément pour moi, ouais, c'est clair. C'est clair. Ça rebondit sur plein de choses, hein, mais tu pourras peut-être rebondir à te maladie, mais là j'ai la parole facile, mais ça résonne sur aussi, parce que j'ai eu ça à plusieurs reprises, des gens qui espèrent qu'avec un chemin spirituel, après la vie elle est tout le temps fluide et tout est tout le temps en paix, etc. Et moi je m'efforce à ce moment-là de dire aux gens, oulala, mais n'espérez pas ça, c'est pas parce que vous avez un chemin spirituel que votre vie va être fluide. La manière dont vous allez le gérer, dont vous allez pouvoir digérer ce qui arrive, va évoluer avec votre pratique spirituelle et puis la conscience que vous portez simplement sur ce qui se passe. Mais par contre, le fait de vivre une vie sans conflit, etc., on peut pas contrôler les réactions des gens. Donc, à partir du moment où on vit sur Terre, je pense que les hauts, les bas, les potentiels conflits, etc., ils sont pas évitables. Il y a des moments, des gens seront pas d'accord avec nous, et ça fait partie du chemin aussi d'assumer que on a le droit d'être nous-mêmes, même si certaines personnes ça leur déplaît.
Et on peut pas contrôler leur réaction. Nous, on peut éventuellement, au maximum, ne pas rentrer dans nourrir cette énergie de conflit, etc. Et utiliser justement le feu qui est généré par cette friction pour nous manifester vraiment ce qu'on veut. Mais le fait, l'idée d'avoir une vie sans opposition, c'est une vie sans naissance en fait. C'est une vie sans jamais être vraiment soi. Donc il y avait ça déjà pour moi comme thématique importante par rapport à une notion de clé de conscience, de dire mais en fait je peux aussi me construire par l'énergie de l'opposition. L'opposition m'amène aussi même quelqu'un qui m'envoie de la colère ou vraiment même presque de la haine, etc. Je peux me nourrir de cette énergie-là pour aller vers ce qui me tient à cœur et ce qui est vraiment vraiment important pour moi. Donc ça a été un gros enseignement par rapport à ton frère. Deuxième aspect, j'en parlerai peut-être après si tu as quelque chose qui résonne par rapport à déjà ce côté-là. Enfin, moi, ce qui résonne, oui, c'est ce que tu dis sur le chemin spirituel. C'est que finalement, je dirais même qu'à partir du moment où on place l'intention envers l'univers de faire un chemin de conscience spirituel, puisque c'est ça, hein, c'est le chemin spirituel, c'est comprendre qu'on est des êtres spirituels venus faire une expérience humaine sur Terre. On a souvent tendance à inverser la tendance, mais c'est l'esprit qui vient s'incarner sur Terre. Donc, le salut, il sera dans l'âme, il sera pas dans la matière. La matière, c'est juste du vide, en fait. C'est une illusion. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que ces déceptions et ces blessures qui remontent, justement, sont intensifiées souvent par le collectif et puis par cette friction, en fait, à autrui. Et justement, c'est comme s'il y avait une accélération des situations qui vont entraîner parfois des remontées des blessures, hein, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure d'abandon. Et qu'à travers ça aussi, eh bien, c'était l'opportunité d'épurer plus vite parce que, en fait, ça remonte sous forme d'émotion. Donc l'émotion, c'est quelque chose de palpable dans le corps. Et si on l'observe en conscience, il y a beaucoup plus justement de possibilités de se libérer de ça et non de s'identifier à cette émotion. Et alors, moi, en fait, je me suis tout simplement retrouvée à mon karma familial, hein, qui a pas commencé avec toi, qui a toujours été là de manière cyclique. Et j'ai pu me rendre compte, en fait, que là, j'ai revécu le chaos familial, les frictions entre frères et sœurs, et l'abandon de la maman, finalement, parce qu'elle a pris la défense de son fils, et quelque part, elle aussi rejoue quelque chose de sa propre histoire dans le ventre de sa mère, et il y a des projections là-dessus. Et j'avais jamais vu ça de manière aussi flagrante. Et ça me permet de faire le travail que j'ai entamé à mon cercle de femmes, puisque c'était d'honorer nos mères, quoi qu'il arrive, en tant que première enseignante. Quoi qu'il arrive, elles sont là pour quelque part nous aider à faire un chemin d'émancipation de ce cocon dans l'utérus et en même temps un processus d'individuation et de sortie en fait de ce cocon qui parfois peut aussi devenir mortifère. Donc parfois elles vont même justement appuyer sur le fait qu'il est temps de partir de manière inconsciente, mais de défusionner pour se libérer aussi de tout ça. Là, en tout cas, ce que ça me fait, c'est que sur le moment, il y a eu de la colère parce que ma manière de réagir à ces karmas familiaux qui reviennent, c'est la colère. Et finalement, avant, je pouvais mettre des jours à m'en remettre avec ce sentiment de déchirure entre la mère et la fille. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est posé en moi de l'ordre d'une certaine complétude qui fait que je n'ai pas l'impression qu'on m'a arraché quelque chose cette fois-ci. Donc, ça me permet de voir où j'en suis aussi sur mon chemin, à ce niveau-là. Ouais, ça résonne beaucoup. Alors moi, c'était effectivement cet aspect de la mère sur la résonance avec ta maman. Alors on a deux mamans qui ont sur plein d'aspects se ressemblent. Enfin, on trouve tous les deux, je crois qu'elles se ressemblent. Elles ont des comportements un peu similaires sur certains sujets. Donc le jeu de miroir est vraiment vraiment amusant. Et moi j'ai eu ma maman au téléphone. C'était quand hier et alors que je l'appelais justement pour qu'on prenne des nouvelles, qu'on discute parce que je suis avec mon fils là, etc. Donc c'était pas du tout dans une idée de rentrer dans une quelconque forme de conflit. Et je me suis fait attaquer par tous les bouts, etc. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? À quel point je pouvais même pas en placer une en fait. Donc j'ai fini par hausser le ton pour essayer juste de donner mon point de vue pour une situation de laquelle j'étais accusé. Et j'ai réalisé en fait. Après coup, j'étais un peu aussi le bouc émissaire de la famille parce que mes frères partent à l'étranger, etc. Et moi, je suis avec mon tout petit frère, le seul qui reste en France, mais je suis beaucoup moins loin que les deux autres qui partent vraiment. Il y en a un qui part en Nouvelle-Calédonie, donc vraiment à l'opposé du monde. Mais du coup, comme là, moi, je suis dans les Vosges et que ça va être difficile de passer les vacances en famille là prochainement à la Toussaint, je suis celui qui prend un peu les projecteurs du départ finalement de mon plus jeune frère en Calédonie. Et j'ai réalisé, qu'il y avait
cette partie de moi, en fait, naturellement, je me dis, bah oui, je vais pour un projet qui me tient à cœur, sur une terre sur laquelle je vibre, un projet qui a du sens pour moi, qui est, qui est vraiment important, quoi. Et alors, plutôt que de me donner simplement son soutien, dire, ouais, génial, t'as acheté ta maison, bah, si tu peux pas être là, c'est pas grave, on se verra à tel moment, où on s'organise, en fait, pour essayer de se voir malgré tout. Bah, c'était en gros bah, la crise d'abandonnite. Donc là où toi tu disais te sentir abandonné par ta maman, là c'est comme si ma maman me disait qu'elle se sentait abandonnée par mon choix de vie. Donc plutôt que de voir comment bah, elle peut être heureuse que voir son fils se développer, etc. Bah non, c'est la crise d'abandonnite. Et je me suis rendu compte, alors sur le coup, moi ça m'a un peu choqué, parce que j'essaie de tout faire, mon maximum pour joindre les deux bouts, et aussi que voilà, joindre la vie de famille, la vie professionnelle, la vie avec mon fils qui est maintenant aussi à l'autre bout de la France, etc. Tous ces bouts-là, j'essaie de faire de mon mieux pour les joindre. Et au final, bah, ça s'est pas reconnu. Donc j'ai pris après coup le truc. Je me dis mais non, mais en fait, là, l'énergie qu'elle m'envoie, oui, c'est une énergie, on pourrait dire d'une certaine manière destructive sur le projet, à la résonance de la démolition qu'on était à entretenir. Mais en fait, finalement, c'est une invitation pour moi, si j'accepte vraiment cette énergie, et c'est ce que j'ai posé hier, de sentir que, mais en fait, là-dedans, il y a énormément de feu. Il y a énormément d'énergie. C'est comme si à travers cette énergie-là, en fait, alors si je la repousse évidemment et que j'essaie de moi valider mon identité à travers ça, mais non, mais machin, j'ai raison, le machin. Au final, si je m'en fous d'avoir raison, d'avoir tort, et ben cette énergie-là, mais c'est un gros cadeau, quoi, parce qu'elle me donne plein de feu pour manifester l'énergie de mon projet. Donc j'étais là, moi, à me rendre compte que l'énergie en fait destructive, les filtres que j'avais mis par rapport à l'énergie destructive, alors qu'en fait l'énergie destructive, c'est moi qui la rend destructive. C'est-à-dire dans le sens, ça ne peut détruire qu'une partie de moi qui serait déjà branlante. Et c'est ce qu'on a vécu quand on a détruit les combles, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut détruire? Non, la fondation, elle reste. Ce qui reste à la fin, quand on a tout détruit de ça, c'est les charpentes, le bois brut, etc. Et là, c'est ce qu'on a mis à nu en fait en nettoyant ces combles. Ce qui est magnifique parce qu'on voit en fait ce qui est imputrescible finalement, ce qui est indestructible en nous. Et c'est à partir de ça qu'on peut créer quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Donc, en fait, j'ai réalisé que l'énergie que me renvoyait ma maman, elle était en fait profondément positive parce qu'elle m'amenait simplement à cramer les endroits de moi qui étaient prêts à changer de forme. Donc, ça m'a connecté très profondément à nouveau à ce rocher et à ce trident avec les chênes, l'énergie des chênes là-haut et cette énergie de Shiva. Alors, pour ceux qui connaissent pas forcément très bien, c'est pas des dieux hindous bizarres. C'est juste que en Inde, ils ont été vraiment dans le détail de nommer, de poser des mots sur les différentes manifestations du divin, de la vie, en fait, tout simplement. Et ils les ont mis en forme à travers des histoires, des chansons, et puis des iconographies, etc. Et l'énergie qu'on appelle Shiva, l'énergie de la création a trois visages. C'est le visage de l'énergie qui génère, qui crée, le bouillonnement, hein, l'explosion de la graine qui germe, le champ des possibles qui commence à s'actualiser. Ensuite, il y a l'énergie de ce qu'ils appellent, donc ça c'est Brahma. Ensuite, il y a Vishnu qui est l'énergie qui va tout organiser, l'équilibre qui va maintenir la vie sous toutes ses formes, qui permet à l'arbre de grandir, de se déployer, de se nourrir, etc. Et la dernière énergie, c'est l'énergie à nouveau descendante, celle de Shiva, qui permet à la forme de changer, que l'arbre devienne, crée une nouvelle graine qui va donner un nouvel arbre, etc. Et qu'un jour l'arbre meurt. Donc cette énergie de Shiva, je sens que ça a été comme la goûter encore un peu plus à travers l'énergie de ma maman ce week-end. Et donc merci à toute cette énergie de destruction des combles. Bon, ça n'empêche qu'on va peut-être devoir quand même traiter les poutres parce que je dis qu'elles sont imputrescibles. Oui, elles sont pas détruites, mais quand même elles vont peut-être besoin d'être renforcées aussi. Donc ça c'est encore une autre étape, mais on en parlera quand on y sera. Oui, et moi ça me connecte beaucoup à Saturne et Jupiter d'une autre lecture. C'est même notre espace de vie, on a aussi cassé des couloirs en fait, et on avait beaucoup de mal à se projeter dans les 2 étages. À partir du moment où on a cassé le premier étage, qui est directement relié à la Terre, là il y a tout un champ des possibles. Donc on était dans cette expansion jupitérienne et ensuite dans cette restructuration que va nous apporter davantage Saturne à penser des espaces, mais à oser aussi habiter en fait tous ces espaces et libérer des zones
intérieurs qu'on n'avait peut-être jamais osé visiter se permettent d'habiter à la fois la terre, donc ce rez-de-chaussée, et le ciel, qui consiste à juste grimper un étage, mais on avait beaucoup de mal à penser où serait l'escalier. Donc cette articulation entre ciel et terre, et là c'est comme si tout commençait à se poser et qu'on était prêt justement derrière toute cette libération d'énergie et d'espace à habiter toutes les zones de nous-mêmes qui étaient peut-être des zones d'ombre jusqu'à maintenant et dont on avait peur en fait d'approcher. C'est peut-être aussi les zones les plus puissantes qui peuvent nous faire peur. Et là enfin, on va pouvoir se permettre de les vivre pleinement, quoi. Ouais, Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis pris un clou dans le pied gauche, et toi, tu t'es pris plusieurs. Hein, on s'en est pris plusieurs. wow. Mais tu t'es pris 3 clous dans la tête. Donc Ah là là, c'est quand même très intéressant que les clous, les vieux clous rouillés, aient fait de la place pour faire passer la lumière à d'autres endroits. c'est un vrai chemin de croix, quoi. Moi, j'avais la chanson des petits clous, toujours des petits clous dans la tête. Normalement, c'est des petits trous avec le poinçonneur des lilas de Gainsbourg, mais ouais, ça reste une belle expérience. Donc gratitude pour tout ça. Ouais. Hein. Gratitude à la famille pour pousser les bons boutons. Bon, on est déjà à 26 minutes d'émission. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Faté. Non. Ça nous tenait à cœur quand même de parler à chaud de tout ça. Ouais. On vous remercie pour vos retours sur le podcast. Vous êtes de plus en plus à nous écouter, à vous abonner. Donc on vous invite à nous découvrir si ce n'est pas encore fait sur Spotify, bientôt sur Apple Podcast. On met aussi sous forme de vidéo audio sur la chaîne YouTube La Maison du Vivant chaque émission. Donc n'hésitez pas à partager si l'émission résonne en vous. Oui, ah bah il y a juste quelque chose que je voulais rajouter à Mahdi, c'est effectivement la notion de chantier participatif, parce que ce que ça nous a aussi amené à réaliser, c'est que on avait envie de travailler avec d'autres gens et que ça nous plaît de se rencontrer dans ces espaces où on agit aussi ensemble. Et on a eu déjà naturellement des gens qui nous ont proposé leur aide, etc. Et ça peut être si vous êtes aussi intéressé pour venir filer un coup de main et qu'on soit dans une énergie collective où le matin on se lève ensemble, on chante, on partage des bons repas et puis en même temps on met un peu à la main à la pâte sur certains aspects où c'est bien d'être plusieurs pour avancer plus vite. C'est aussi un espace qui va être ouvert de ce côté-là et moi j'ai hâte qu'on accueille aussi des gens dans ce contexte-là. Pour qu'on puisse ensemble résonner avec l'énergie de ce lieu et puis faire descendre, incarner, densifier ces énergies d'un autre collectif, parce que le premier collectif qu'on a vécu c'est la famille et évidemment il y a les liens super forts de cœur qui sont là, de sang, mais qui demandent à être revisités pour pouvoir manifester autrement le collectif, et j'ai l'impression que c'est les graines qui sont plantées à travers cette première étape. Un autre esprit de famille. On va élargir l'esprit de famille. Voilà. C'est ça. On lancera des appels ponctuels pour faire des week-ends éventuellement et de chantiers collectifs comme ceci. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.